Avez-vous déjà imaginé ce que vous feriez si vous étiez témoin de l'impensable se déroulant sous vos yeux? Un homme solitaire dans le Far West était sur le point de prendre une décision qui changerait non pas seulement de vie, mais toute une communauté condamnée par la sécheresse. Voici l'histoire vraie de courage, de sacrifice et d'amour qui a vu le jour dans les plaines les plus arides d'Amérique. Si vous aimez les histoires émouvantes, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Le vent charriait plus que du sable ce matin de mars. Il apportait avec lui le poids de décisions impossibles. L'odeur du désespoir mêlée à la poudre à canon et le murmure des changements à venir. Les plaines s'étendaient comme une mer dorée sous le soleil implacable. Et à l'horizon, là, où la terre rencontrait le ciel en une ligne tremblante de chaleur, le ranch du Ruisseau Sec se dressait comme un mirage tenace. C'était une de ces communautés qui poussaient le long des rails comme des champignons après la pluie, pour ensuite se dessécher et presque disparaître quand la fortune changeait de direction. Jean Dubois connaissait bien cette danse entre vie et mort que les villes de l'Ouest exécutaient. Il en avait vu beaucoup naître et mourir en 43 ans de vie. Mais quelque chose, ce matin-là en particulier, faisait se contracter son estomac comme une corde mouillée au soleil. Il ajusta son chapeau de feutre usé, sentant la sueur couler sur sa tempe pendant qu'il guidait son cheval bai sur les chemins poussiéreux menant à la ville. L'animal soufflait de temps en temps, comme s'il partageait l'inquiétude de son maître. Jean était connu comme un homme de peu de mots, de ceux qui préféraient la compagnie du silence au bavardage des saloons. Son ranch se trouvait à une demi-heure de cheval de la ville, suffisamment isolé pour tenir les curieux à distance, et assez proche pour obtenir des provisions si nécessaire. C'est comme ça qu'il aimait. Distance calculée, implication minimale, survie assurée. Mais ce matin-là, une lettre était arrivée. Elle n'était pas adressée à lui spécifiquement, mais à l'homme du ranch des Trois Croix, comme certains l'appelaient à cause des 3 peupliers morts qui marquaient l'entrée de sa propriété. Le messager, un garçon d'à peine 12 ans au visage brûlé par le soleil, avait galopé jusqu'à sa porte avant l'aube, remis l'enveloppe tachée, de sueur et reparti sans attendre de réponse. La lettre était brève et écrite d'une écriture tremblante qui dénonçait le désespoir. Vente aux enchères aujourd'hui à midi. Place centrale. Venez préparer au pire. Jean connaissait l'expéditrice. Marie Martin était l'une des rares personnes au ranch du Ruisseau Sec qui se souvenait encore de son arrivée, 15 ans auparavant, portant plus de cicatrices dans l'âme que sur le corps. Elle n'avait jamais posé de questions sur son passé, n'avait jamais jugé ses choix d'isolement. En échange, il l'aidait occasionnellement à réparer sa petite pension ou lui apportait de l'eau quand le puits communautaire séchait. C'était un accord silencieux de respect mutuel. Et si Marie demandait sa présence, quelque chose de vraiment grave se passait. La place centrale du ranch du Ruisseau Sec n'était guère plus qu'un espace ouvert entre des constructions en bois délavé. Par le soleil, le saloon. Le dollar d'argent occupait un côté, ses portes battantes grinçant au gré du vent. De l'autre, la boutique de produits secs et humides des frères Patterson exposait ses maigres marchandises derrière des vitres poussiéreuses. Le petit bureau du shérif était coincé entre le barbier et l'entrepreneur de pompes funèbres. Une proximité que beaucoup considéraient appropriée, étant donné l'état de violence latente de la région. Et au centre de ce carré irrégulier de civilisation, une petite plateforme de bois avait été érigée à la hâte. Jean sentit son estomac se nouer lorsqu'il vit la foule rassemblée. Ils n'étaient pas nombreux, peut-être 30 ou 40 personnes, mais dans une communauté de 200 âmes, cela représentait une part significative. Des hommes aux chapeaux enfoncés, des femmes chuchotant derrière des éventails improvisés, des enfants agrippés aux jupes de leur mère avec des yeux écarquillés de curiosité et de peur. L'air était chargé de cette tension particulière qui précède les orages ou les tragédies, et Jean pouvait sentir le goût métallique de l'appréhension sur sa langue. C'est alors qu'il la vit. Au centre de la plateforme, une petite figure fragile se tenait debout, les épaules courbées comme si elle portait le poids du monde. Elle ne devait pas avoir plus de 15 ou 16 ans, avec des cheveux noirs qui tombaient, comme un rideau, autour de son visage baissé. Elle portait une simple robe de coton qui avait connu des jours meilleurs, et ses pieds nus semblaient trop petits pour supporter ce qui allait arriver. À côté d'elle,
Thomas Dupont, l'homme le plus redouté et détesté du ranch du Ruisseau Sec, se frottait les mains grasses avec une satisfaction mal dissimulée. Dupont était ce que les gens polis appelaient un entrepreneur et ce que les gens honnêtes appelaient un usurier. Il était arrivé en ville 5 ans auparavant, s'installant avec de l'argent d'origine douteuse et créant rapidement une toile de dettes et de faveurs qui emprisonnait la moitié de la population. Lorsque la sécheresse a commencé, il y a 3 ans, beaucoup ont eu recours à lui en désespoir de cause. Les taux étaient exorbitants, les conditions cruelles, mais quand le choix était entre accepter ou voir sa famille mourir de faim, peu avaient le luxe de refuser. Jean descendit lentement de cheval, attachant les rênes à un poteau voisin. Ses mouvements étaient délibérés, calculés, tandis que son esprit traitait la scène. Une vente aux enchères, une fille. La présence de Dupont ne pouvait signifier qu'une chose, et la bile lui monta à la gorge en pensant aux implications. Il avait vu beaucoup de cruauté dans sa vie, participé à certaines qui le hantaient encore, les nuits sans sommeil. Mais ceci était différent. C'était la corruption de l'innocence, la vente de l'espoir au désespoir. Marie Martin se matérialisa à ses côtés, le visage marqué par des rides de préoccupation encore plus profondes que d'habitude. « Grâce à Dieu, vous êtes venu », murmura-t-elle, agrippant son bras avec des doigts qui tremblaient légèrement. « C'est la fille des Martin, Hélène. La famille doit 3 ans d'intérêt à Dupont et avec la sécheresse, elle n'eut pas besoin de terminer. Jean connaissait bien la mathématique cruelle de la survie dans l'Ouest. Quand il n'y avait plus rien à hypothéquer, quand la terre était trop sèche pour produire et le bétail mourait de soif, il restait peu d'options. « Les parents ?» demanda-t-il, bien qu'il se doutât de la réponse. « Ils ont fui pendant la nuit. Ils ont laissé la fille comme paiement. » La voix de Marie se brisa sur le dernier mot, et Jean vit des larmes dans les yeux de la femme forte qui avait survécu à 3 maris et d'innombrables adversités. Le soleil montait implacablement dans le ciel, transformant la place en une fournaise. Jean pouvait sentir la sueur couler dans son dos, collant sa chemise de coton à la peau. Le désert avait une façon particulière d'amplifier la souffrance humaine, comme si la terre elle-même se nourrissait de la misère. Il observa Dupont, monté sur la plateforme, son corps obèse se déplaçant avec la grâce d'un vautour s'approchant de la charogne. « Messieurs et mesdames », la voix onctueuse de Dupont coupa le murmure de la foule. « Nous sommes réunis ici pour une vente aux enchères spéciale. Comme vous le savez tous, je suis un homme d'affaires, et les affaires sont les affaires. La famille Martin me doit une somme considérable, et puisqu'ils ont fui comme les lâches qu'ils sont, ils ont laissé cette garantie. » Il gesticula en direction d'Hélène, qui restait immobile comme une statue de sel. Jean remarqua que ses mains étaient serrées en poing, le long de son corps, les jointures blanches de tension. Elle gardait le menton légèrement levé, une démonstration de dignité qui contrastait brutalement avec la situation dégradante. Elle est jeune, forte, peut travailler à la maison ou au champ, poursuivit Dupont, savourant chaque mot, comme s'il s'agissait d'un morceau de viande succulent. Une excellente acquisition pour qui saura en profiter. La manière dont il prononça le dernier mot fit bouillir le sang de Jean. Autour de lui, il pouvait sentir le malaise de la foule, mais aussi la résignation. C'était la loi de l'Ouest. Les forts survivaient, les faibles périssaient, et chacun faisait ce qu'il fallait pour voir un autre lever de soleil. Mais il y avait des limites, des lignes qui ne devaient pas être franchies, et Jean sentait qu'une de ces lignes était sur le point d'être oblitérée sur cette place poussiéreuse. La première enchère vint d'un fermier nommé Durand, connu pour épuiser ses employés jusqu'à la limite. « 50 $, cria-t-il, crachant par terre aussitôt après. « 60 » contre-attaqua un autre homme que Jean ne reconnut pas, probablement un voyageur de passage. Les enchères continuèrent, montant lentement comme la température du jour. Hélène restait immobile, mais Jean, avec l'observation aiguisée d'années passées à vivre en alerte constante, remarqua le tremblement presque imperceptible de ses épaules. Comme un animal sauvage du désert l'avait appris que la vraie force se cachait souvent derrière une façade de fragilité. La jeune fille menait une bataille intérieure féroce,
et il se demanda combien de temps encore elle pourrait garder son sang-froid. C'est lorsque les enchères atteignirent 100 $ que quelque chose se brisa à l'intérieur de Jean. Peut-être fut-ce la façon dont un rayon de soleil illumina le visage d'Hélène, révélant des traces sèches de larmes qui avaient été versées, et, contenues, peut-être fut-ce le souvenir d'une autre fille, en un autre temps et lieu, qu'il n'avait pas réussi à protéger. Ou peut-être fut-ce simplement la reconnaissance que, s'il n'agissait pas maintenant, il passerait le reste de ses jours incapable de regarder son propre reflet. 200 $, sa voix coupa l'air comme le claquement d'un fouet. Toutes les têtes se tournèrent dans sa direction. Jean Dubois, l'ermite du ranch des Trois-Croix, l'homme qui mettait à peine les pieds en ville sauf en cas d'extrême nécessité, participait à la vente aux enchères. Le silence qui suivit fut si profond qu'il était possible d'entendre le vent siffler entre les planches des constructions. Dupont plissa les yeux, étudiant Jean comme une vipère évalue sa proie. 200 $ de Monsieur Dubois, annonça-t-il, ne pouvant dissimuler complètement sa surprise dans sa voix. Quelqu'un offre plus? Durand semblait sur le point d'augmenter l'enchère, mais quelque chose dans le regard de Jean le fit reconsidérer. C'était un regard qui parlait de tempête contenue, de violence endormie attendant la moindre provocation pour se réveiller. Les années passées au ranch avaient adouci certains angles, mais n'avaient pas complètement effacé l'homme que Jean avait été avant de chercher refuge dans ces terres arides. 250. Une nouvelle voix se manifesta. C'était Guillaume Petit, propriétaire du plus grand troupeau de la région et homme connu pour sa cruauté désinvolte. Il sourit à Jean, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. 300, répondit Jean sans hésitation. 350. 400. La vente aux enchères s'était transformée en un duel de volonté. La foule regardait fascinée, tandis que les deux hommes s'affrontaient par des chiffres. Chaque enchère un coup dans une bataille qui transcendait le simple aspect financier. Petit avait de l'argent, beaucoup plus que Jean. Mais il y avait quelque chose de plus en jeu ici que le simple pouvoir d'achat. 500 $, Petit cracha pratiquement les mots. Jean sentit le poids du nombre. 500 $, c'était presque tout ce qu'il avait économisé en années de travail solitaire. C'était son filet de sécurité contre les incertitudes de l'avenir. Sa garantie de pouvoir survivre à une autre sécheresse ou à une maladie, du bétail. Dépenser cette somme le rendrait vulnérable d'une manière qu'il n'avait pas été depuis son arrivée au ranch du Ruisseau Sec. Il regarda de nouveau Hélène. Elle avait levé la tête pendant la vente aux enchères, et pour la première fois ses yeux rencontrèrent les siens. C'étaient des yeux marrons, de la couleur de la terre après la pluie, et en eux Jean vit non pas de la supplication, mais une question silencieuse. Ce n'était pas une demande de salut, mais une interrogation sur quel type d'homme il était, quel type de monde il permettrait de construire. 600 $. Jean s'entendit dire, comme si sa voix venait de très loin. Petit grogna une malédiction, mais n'augmenta pas l'enchère. Peut-être avait-il compris que Jean irait jusqu'au bout, ou peut-être avait-il simplement décidé que cela n'en valait pas la peine. Dupont frappa le marteau avec une satisfaction évidente, le son résonnant comme un coup de feu sur la place. Silencieuse, vendue à Monsieur Dubois pour 600 $. Que le bon Dieu bénisse cette affaire. Jean se dirigea vers la plateforme d'un pas mesuré, retirant la bourse de cuir de la poche intérieure de son gilet. Il compta les billets et les pièces méthodiquement, chacun représentant des mois de privation et de travail. Quand il eut terminé, Dupont poussa Hélène dans sa direction d'un geste dédaigneux. « Elle est tout à vous, Dubois. Faites-en bon usage. » Jean ignora l'insinuation, tendant la main pour aider Hélène à descendre de la plateforme. Elle hésita un instant avant d'accepter, ses doigts froids et tremblants contre la paume calleuse de Jean. De près, il pouvait voir qu'elle était encore plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, avec cette qualité translucide de la jeunesse qui n'avait pas encore été complètement endurcie par la vie. « Quel est votre nom complet ?» demanda-t-il doucement tandis qu'il la guidait loin de la foule qui commençait à se disperser. « Hélène Martin, » répondit-elle, la voix rauque d'inutilisation. « Plus maintenant, » dit Jean, s'arrêtant à côté de son cheval. « Hélène est morte sur cette plateforme. Vous avez besoin d'un nouveau départ, d'un nouveau nom pour une nouvelle vie.
Elle l'étudia avec ses yeux couleur de terre mouillée. Et Jean y vit une intelligence aiguisée que la situation désespérée n'avait pas réussi à éteindre. « Et quel nom, monsieur, suggère-t-il » Jean réfléchit un instant, se souvenant d'un mot qu'il avait appris des années auparavant, dans un autre désert, d'un vieil Indien apache qui lui avait sauvé la vie. « Espérance », dit-il finalement. « Cela signifie espoir. C'est ce dont nous avons besoin maintenant, vous et moi. L'espérance. » Hélène, ou plutôt Espérance, hocha lentement la tête. « Espérance », répéta-t-elle, testant le son. « C'est un bon nom. » Alors qu'il l'aidait à monter, à cheval, Jean réalisa qu'il avait franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. Sa vie solitaire et soigneusement ordonnée avait été irrévocablement modifiée, et il n'avait aucune idée de ce que l'avenir réservait. Mais lorsqu'il vit le premier aperçu de quelque chose ressemblant au soulagement sur le visage de la jeune fille, il sut qu'il avait fait le bon choix, quoi qu'il en coûte. Le retour au ranch se fit en silence, à l'exception du cliquetis rythmique des sabots du cheval et du murmure omniprésent du vent. Jean marchait à côté, tenant les rênes, permettant à Espérance de s'habituer au balancement de l'animal. Le soleil était haut maintenant, transformant le paysage en fournaise, et il pouvait voir la sueur briller sur son front. « Ce n'est pas grand-chose », dit-il lorsque les 3 croix apparurent à l'horizon. Mais c'est sûr, le ranch était effectivement modeste. Une maison principale de 2 pièces, une grange qui avait connu des jours meilleurs, des corrals pour le bétail, et un puits qui, miraculeusement, n'avait pas encore complètement séché. Jean avait construit la majeure partie de ses propres mains, chaque planche et chaque clou une déclaration d'indépendance et d'autosuffisance. Il l'aida à descendre de cheval et la conduisit à l'intérieur de la maison. L'intérieur était spartiate mais propre, avec des meubles fonctionnels et peu d'ornements personnels. Une exception attira l'attention d'Espérance. Une petite étagère avec une demi-douzaine de figures de bois sculptées représentant divers animaux du désert. « Monsieur les a faites » demanda-t-elle, touchant délicatement un coyote miniature. « Ça aide à passer le temps, les longues nuits » répondit Jean, surpris de sentir une légère rougeur lui monter au cou. « Vous pouvez prendre la chambre. Je dors dans la grange. Je ne peux pas prendre votre lit. » « Ce n'est pas une suggestion » l'interrompit-il, mais il adoucit le ton en la voyant reculer légèrement. « Vous avez besoin de vous reposer, de vous remettre. Demain, nous commencerons à réfléchir à ce qui vient après. » Tandis qu'elle explorait timidement le petit espace, Jean prépara un simple repas de haricots et de lard salé. Ils mangèrent, en silence, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le genre de quiétude qui naît entre 2 personnes qui reconnaissent avoir partagé quelque chose de significatif, même si elles ne peuvent pas encore articuler exactement quoi. Lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de tons orangés et pourpres, Jean se retira vers la grange comme il l'avait promis. Allongé sur un tas de foin regardant à travers les fentes des planches les premières étoiles, il s'autorisa à contempler l'ampleur de ce qu'il avait fait. $600. Une fille qui n'était pas sa responsabilité. Des complications, qu'il n'avait ni demandées ni désirées. Mais alors il se souvint de son regard, ce mélange de peur et d'espoir tenace, et sut qu'il n'aurait pas pu agir autrement. Le désert avait ses propres lois, cruelles et implacables, mais il y avait aussi de la place pour de petits actes de rédemption. Peut-être était-ce cela qu'il avait cherché toutes ces années. Non pas l'isolement, mais une chance de faire quelque chose de bien, d'équilibrer la balance de ses erreurs passées. Le premier obstacle surgit plus tôt que prévu. Le lendemain matin, Jean fut réveillé par le son de sabots approchant. Plusieurs chevaux, au moins 3 ou 4. Il saisit le fusil qu'il gardait toujours à portée de main et jeta un coup d'œil par la porte de la grange. Guillaume Petit et 3 de ces hommes s'étaient arrêtés devant la maison, la posture décontractée qui ne trompait personne familier avec la violence. « Dubois, cria Petit, je sais que vous êtes là, sortez pour qu'on parle comme des hommes civilisés. » Jean vérifia le fusil, s'assurant qu'il était chargé, avant de sortir de la grange. Il garda l'arme basse mais visible, un message clair qu'il était préparé à tout. « Petit, salua-t-il sèchement, il est tôt pour les visites sociales. » Petit cracha par terre,
le geste chargé de mépris. Je suis venu faire une proposition. Je vous achète la fille. 1000 $. C'est presque le double de ce que vous avez payé. Elle n'est pas à vendre. Tout est à vendre, Dubois. Ce n'est qu'une question de prix. J'ai déjà donné ma réponse. Petit se pencha en avant sur sa selle, les yeux plissés. Vous savez qui je suis, ce que je peux faire. Ne soyez pas têtu. Prenez l'argent et évitez les ennuis. En réponse à la confrontation, la porte de la maison s'ouvrit et Espérance apparut. Il y avait quelque chose de différent en elle ce matin-là, un changement subtil mais significatif. Peut-être était-ce la façon dont elle gardait les épaules droites ou le regard direct qu'elle lança aux hommes montés. Elle s'était lavée et avait troqué la robe déchirée contre une des vieilles chemises de Jean et un pantalon qu'il avait adapté à la hâte. La transformation était remarquable. « La demoiselle va bien ?» Petit s'adressa directement à elle, ignorant Jean. « Je peux vous offrir des hébergements bien plus confortables que cet endroit. Je suis là où j'ai choisi d'être, » répondit Espérance, sa voix claire coupant l'air matinal comme le chant d'un oiseau. La surprise sur le visage de Petit fut presque comique. Clairement, il ne s'attendait pas à ce qu'elle parle, encore, moins qu'elle le fasse avec une telle conviction. Jean sentit une vague inattendue de fierté. « Vous avez entendu la dame, » dit-il. « Maintenant, quittez ma propriété. » Pendant un moment tendu, il sembla que Petit pourrait insister. Ces hommes changèrent subtilement de position, les mains s'approchant des armes. Mais alors quelque chose dans l'ensemble, la détermination, inébranlable de Jean, la présence inattendue et forte d'Espérance, peut-être même le terrain défavorable à un affrontement, le fit reconsidérer. « Ce n'est pas fini, Dubois, » grogna-t-il, avant de faire demi-tour avec son cheval. « Vous regretterez de vous être mêlé de mes affaires. » Ils partirent dans un nuage de poussière, laissant Jean et Espérance debout côte à côte, observant jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'horizon. C'est elle qui brisa le silence. « Il reviendra. »« Probablement, » acquiesça Jean. « Monsieur n'aurait pas dû dépenser autant d'argent. Je ne vaux pas ça. » Jean se tourna pour lui faire face, remarquant pour la première fois qu'elle avait une petite cicatrice au coin de la lèvre supérieure, presque imperceptible. Il ne s'agissait pas de combien vous valez. Il s'agissait de combien vaut le fait. De faire ce qui est juste. Elle sembla y réfléchir un instant. Mes parents, ils n'étaient pas de mauvaises personnes, juste désespérés. Le désespoir pousse les gens à prendre des décisions terribles, dit Jean, pensant à ses propres choix passés. Il ne nous appartient pas de les juger. Monsieur ne pose pas de questions sur mon passé. Vous ne posez pas de questions? Sur le mien. Un petit sourire apparut sur ses lèvres, le premier qu'il avait vu. Il transforma complètement son visage, révélant la jeune femme qu'elle aurait dû être dans des circonstances différentes. Ça semble juste. Les jours suivants établirent une routine prudente. Jeanne montra à Espérance les tâches du ranch. Comment tirer de l'eau du puits sans en gaspiller une goutte. Comment prendre soin des poules maigres qui restaient. Comment lire les signes du ciel pour prévoir le temps. Elle apprenait vite, ses mains petites mais habiles, son esprit vif absorbant chaque détail. Ce fut pendant l'une de ses leçons, alors qu'il lui enseignait comment réparer les harnais, que le deuxième moment significatif entre eux se produisit. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fentes de la grange, créant des faisceaux dorés de lumière, où la poussière dansait comme de petits esprits. Espérance luttait avec un nœud particulièrement tenace, lorsque Jean remarqua des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Ça va ?» demanda-t-il, maladroit face à cette démonstration d'émotion. « Mon père faisait ça, » dit-elle, la voix nouée. Il était sellier avant la sécheresse. Ses mains étaient magiques avec le cuir. Il disait que chaque pièce avait une âme, que notre travail était de la libérer. Jean ne savait pas quoi dire, alors il fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Il tendit la main vers l'étagère au-dessus de sa tête et en retira une petite figure qu'il avait terminée la nuit précédente. C'était un oiseau, aile déployée en plein vol, chaque détail méticuleusement sculpté. « Prenez », dit-il, la plaçant dans ses mains. C'est un faucon pèlerin. Il vole des milliers de kilomètres. Il trouve toujours le chemin du retour.
Espérance tint la figure comme si elle était faite de verre précieux, traçant les lignes délicates des ailes du bout du doigt. C'est magnifique. Pourquoi monsieur me donne-t-il ceci? Parce que nous avons tous besoin de quelque chose pour nous rappeler que nous pouvons voler, même quand nous nous sentons piégés. Elle leva les yeux vers lui, et pendant un instant la grange poussiéreuse sembla contenir tout l'univers. « Merci, murmura-t-elle, pour tout. De rien, Espérance. » Ce fut la première fois qu'il utilisa son nouveau nom naturellement, sans y penser, et tous deux le remarquèrent. Une rougeur monta sur ses joues, et Jean sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, une sensation qu'il avait enfouie depuis si longtemps qu'il l'avait presque oubliée. Danger, lui avertit son esprit. Elle est jeune, vulnérable, sous votre protection, mais son cœur, cet organe, traître, murmura d'autres possibilités. Le premier véritable test survint 2 semaines plus tard, lorsque le puits commença à montrer des signes de dessèchement. Jean avait remarqué la diminution progressive du niveau de l'eau, mais espérait qu'il durerait jusqu'aux pluies d'automne. Maintenant, regardant le fond sombre du puits avec Espérance à ses côtés, la réalité de la situation devenait inéluctable. « Combien de temps avons-nous » demanda-t-elle. « Avec un rationnement strict, peut-être 1 mois. Moins si le bétail... » Il ne termina pas. Tous deux savaient ce qui arriverait au bétail sans eau. « Il doit y avoir un autre puits, une autre source, » insista-t-elle. « La terre ne peut pas être complètement sèche. » Jean admira son optimisme, même s'il savait qu'il était probablement infondé. Il avait exploré chaque acre de sa propriété au cours des années qu'il y avait vécu, cherché chaque signe d'eau souterraine. S'il y avait eu une autre source, il l'aurait trouvée. « Nous pouvons acheter de l'eau en ville », suggéra-t-il, bien qu'il sût que les prix seraient exorbitants et que ses économies, déjà drastiquement réduites, ne dureraient pas longtemps. « Ou, dit lentement Espérance, nous pouvons chercher de l'aide. Auprès de qui? Les gens en ville ont à peine de quoi vivre pour eux-mêmes. Pas de la ville, des Indiens. Jean la fixa, surpris. Des Indiens? Ma grand-mère était à moitié apache, révéla-t-elle. Elle me racontait des histoires sur la façon dont son peuple trouvait de l'eau là où personne d'autre ne le pouvait, comment il lisait la terre de manière que les hommes blancs ne comprendraient jamais. Il y a une réserve à 2 jours de voyage d'ici. C'était risqué. Les relations entre les colons et les tribus locales étaient tendues au mieux, hostiles au pire. Mais Jean avait appris depuis longtemps que le désespoir exigeait parfois des mesures désespérées. « Vous parlez la langue ?» demanda-t-il. « Quelques mots, assez peut-être. » Il considéra les options. Rester signifiait une mort lente par la soif. Partir signifiait laisser le ranch vulnérable à petits ou à d'autres opportunistes. Mais regardant Espérance, voyant la détermination dans ses yeux, il sut quel serait son choix. « Nous partons demain à l'aube », décida-t-il. Le voyage vers la réserve fut une révélation à bien des égards. Jean avait déjà fait des voyages solitaires, mais voyager avec Espérance apporta une dimension complètement nouvelle à l'expérience. Elle remarquait des choses qu'il avait ignorées. La manière dont certaines plantes ne poussaient qu'à proximité d'humidité souterraine, les schémas de vol des oiseaux qui indiquaient des sources d'eau éloignées, les changements subtils dans la couleur de la terre qui suggéraient différentes compositions minérales. « Ma grand-mère disait que la terre parle », expliqua-t-elle, alors qu'ils campèrent la première nuit, le feu crépitant entre eux. « Il suffit d'apprendre à écouter. »« Et que dit la terre maintenant ?» demanda Jean, en partie sceptique, en partie sincèrement curieux. Espérance ferma les yeux, respirant profondément l'air nocturne du désert. Elle dit que le changement arrive. Je le sens dans le vent. Comme pour confirmer ses paroles, une brise soudaine souffla à travers le campement, faisant danser sauvagement les flammes. Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine, non pas de froid, mais de présage. Le désert était ainsi comme une femme capricieuse, ses humeurs changeaient rapidement et souvent sans avertissement. Ils atteignirent la réserve à midi le 2e jour. C'était un endroit désolé, les quelques constructions visibles montrant des signes clairs de négligence et de pauvreté. Les gens qui les regardaient passer avaient des visages marqués par la résignation, des yeux qui avaient vu trop de promesses brisées.
Jean laissa à Espérance prendre les devants, restant légèrement en retrait tandis qu'elle s'approchait d'un groupe d'anciens assis à l'ombre d'une construction en adobe. Ils ne comprenaient pas les mots échangés, un mélange d'espagnol, d'anglais et d'apache, mais ils pouvaient lire le langage corporel. Initialement hostile, les anciens se détendirent progressivement à mesure qu'Espérance parlait, gesticulant occasionnellement en direction de Jean. Finalement, l'un des hommes les plus âgés, le visage un plan de rides profondes, se leva et s'approcha de Jean. « Vous êtes l'homme qui a acheté la petite fille d'oiseau chantant ?» demanda-t-il dans un anglais fortement accentué. Jean lança un regard surpris à Espérance, qui semblait aussi choquée que lui. « Oui, j'ai payé pour sa liberté. » L'ancien l'étudia longuement, puis hocha la tête. « Venez, nous avons beaucoup à discuter. » Ce qui suivit fut l'une des expériences les plus surréalistes de la vie de Jean. Les anciens, après avoir confirmé la lignage d'Espérance par des questions auxquelles seule une personne de sang apache pouvait répondre, révélèrent que sa grand-mère avait été une figure respectée dans la tribu, connue pour son habileté à trouver de l'eau. Plus que cela, il y avait une ancienne dette d'honneur en jeu. Le père d'oiseau chantant a sauvé mon fils d'homme blanc qui voulèrent le pendre pour un crime qu'il n'avait pas commis, expliqua l'ancien. Une vie pour une vie, nous vous aiderons à trouver de l'eau. L'ancien, qui se présenta comme Joseph Nuage Rouge, insista pour qu'il passe la nuit dans la réserve. Ce soir-là, autour d'un feu de joie communautaire, Jean observa Espérance interagir avec ces personnes qui étaient en partie son peuple. Elle semblait plus vivante, plus elle-même, riant d'histoires racontées dans une langue qu'il ne comprenait pas, participant à des chants faisant écho à des siècles de tradition. Ce fut pendant une pause dans les festivités qu'elle s'assit, à côté de lui, assez près pour qu'il puisse sentir la chaleur irradiante de son corps dans l'air froid de la nuit. « Merci de m'avoir amené ici, » dit-elle doucement. « C'était votre idée. Mais monsieur m'a fait confiance. Cela signifie beaucoup. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant les flammes danser. Jean était intensément conscient de sa proximité, de la façon dont la lumière du feu jouait dans ses cheveux, créant des reflets roux dans le noir profond. C'était le troisième moment significatif entre eux, un moment de compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin de mots. Le lendemain matin, Joseph Nuage Rouge et deux autres hommes les accompagnèrent de retour au ranch. Ils apportèrent des outils étranges, des baguettes de saule, des cristaux suspendus à des cordes, des sacs d'herbes à l'odeur piquante. Jean observa, fasciné malgré son scepticisme, tandis qu'il parcourait méthodiquement sa propriété, s'arrêtant occasionnellement pour se consulter ou faire des marques sur le sol. Ce fut Espérance qui remarqua la première. « Là », dit-elle, pointant du doigt l'endroit où les hommes avaient convergé, près d'une formation rocheuse que Jean avait toujours ignorée. Ils ont trouvé quelque chose. Joseph leur fit signe d'approcher. « De l'eau », dit-il simplement. « Pas profonde, peut-être 20, 30 pieds, mais c'est de la bonne eau, de l'eau qui ne séchera pas facilement. » Jean pouvait à peine y croire. Des années à chercher, et la réponse avait été là tout ce temps, cachée sous des pierres qu'il avait dépassées des milliers de fois. Comment pouvons-nous en être sûrs? En réponse, Joseph retira une petite pelle pliante de son sac et commença à creuser. Il ne fallut pas longtemps pour que la terre change de couleur, devenant plus foncée, plus humide. L'odeur de l'eau fraîche emplit l'air, et Jean sentit ses jambes flancher de soulagement. « Il nous faudra creuser un puits approprié », expliqua Joseph. « Un travail difficile, mais vous êtes forts tous les deux. Nous pouvons laisser les outils, revenir dans une lune pour voir les progrès. » Tandis que les hommes se préparaient à partir, Espérance eut une conversation privée avec Joseph. Jean vit l'ancien lui remettre une petite bourse de cuir, murmurant des instructions qui firent s'écarquiller ses yeux. Lorsqu'elle revint, aux côtés de Jean, il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Une nouvelle couche de confiance ou peut-être de détermination. « Qu'est-ce qu'il vous a donné ?» demanda Jean après le départ des visiteurs. Espérance ouvrit soigneusement la bourse, révélant des graines sombres qu'il ne reconnut pas. « Ce sont des graines sacrées. Il a dit que je devais les planter près de la nouvelle source d'eau, qu'elles apporteraient protection et prospérité. » « Vous croyez à cela ?»
Elle le fixa avec ses yeux couleur de terre mouillée. « Je crois qu'il y a plus de mystère entre le ciel et la terre que notre sagesse ne peut en comprendre. Et monsieur... » Jean pensa à tous les moments inexplicables de sa vie, aux fois où la chance ou le destin ou quelque chose de plus grand était intervenu. Je commence à croire. Les semaines suivantes furent celles d'un travail acharné. Jean et Espérance travaillaient côte à côte, creusant le nouveau puits, leurs mains développant cale après cale. C'était un travail brutal sous le soleil brûlant, mais il y avait une camaraderie, un sentiment partagé de but qui rendait l'effort supportable. Ce fut lors d'une après-midi particulièrement chaude, alors qu'ils étaient tous deux couverts de terre et de sueur, que le quatrième moment crucial entre eux se produisit. Espérance avait insisté pour faire sa part complète du travail, refusant tout traitement spécial parce qu'elle était une femme. Mais la chaleur et l'effort finirent par avoir raison d'elle, et elle chancela, manquant de tomber dans le trou. Partiellement creusée, Jean la rattrapa dans ses bras, la tirant en sécurité. Pendant un instant, ils restèrent ainsi, elle appuyée contre sa poitrine, tous deux respirant lourdement. Il pouvait sentir son cœur battre contre le sien, rapide comme celui d'un oiseau effrayé. « Ça va » demanda-t-il, la voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « Oui » murmura-t-elle, mais ne fit aucun mouvement pour s'éloigner. Ce fut Jean qui brisa le contact, faisant un pas en arrière maladroitement. « Nous devrions nous reposer, le soleil est trop fort. » Ils s'assirent à l'ombre maigre d'un rocher, partageant la gourde d'eau. Jean était intensément conscient de chacun de ses mouvements, de la façon dont elle passait sa langue sur ses lèvres, après avoir bu, de la manière dont une mèche de cheveux s'était échappée de sa tresse et s'était collée à sa joue, humide de sueur. « Pourquoi monsieur vit-il seul ?» demanda-t-elle soudain. La question le prit au dépourvu. C'est plus sûr ainsi. « Pour qui ?» Il ne répondit pas immédiatement, luttant avec d'anciens démons que la question avait réveillés. Finalement, décidant qu'elle méritait une certaine vérité, il dit « Il y a eu une femme, autrefois, et un enfant. Je n'ai pas pu les protéger. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de douleurs inexprimées. Puis Espérance fit quelque chose d'inattendu. Elle prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Ce n'était pas votre faute, » dit-elle avec une conviction absolue. « Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin. Je vous connais. Je sais que vous auriez donné votre vie pour les sauver si vous l'aviez pu. » Les mots simples brisèrent quelque chose à l'intérieur de Jean. Une digue qui avait contenu des années de culpabilité et d'auto-accusation. Il ne pleura pas. Les hommes comme lui ne pleuraient pas. Mais il sentit quelque chose changer intérieurement. Un poids qu'il avait porté si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était de vivre sans lui. « Merci », réussit-il à dire. « Espérance. » Serra sa main. C'est ce que nous faisons l'un pour l'autre. C'est ce que signifie ne pas être seul. Cette nuit-là, alors qu'ils préparaient le repas ensemble, Jean se surprit à l'observer d'une nouvelle manière. Non plus comme une responsabilité ou une fille qui avait besoin de protection, mais comme une partenaire, quelqu'un qui avait choisi de rester et de travailler à ses côtés malgré les difficultés. La compréhension était terrifiante et excitante à parts égales. Le grand tournant dans leur proximité croissante survint quelques semaines plus tard, lorsqu'ils atteignirent enfin l'eau. Ce fut Espérance qui était au fond du puits, lorsque la pelle traversa la dernière couche de terre et que l'eau commença à jaillir. Son cri de joie résonna contre les parois du puits, et Jean se hâta de la hisser. Elle émergea trempée et couverte de boue, mais avec le sourire le plus lumineux qu'il ait jamais vu. Sans réfléchir, mue par la joie pure du moment, elle jeta ses bras autour de son cou, l'étreignant férocement. Jean resta paralysé un instant, puis, prudemment, rendit l'étreinte. « Nous l'avons fait », rit-elle contre son épaule. « Jean, nous l'avons fait !» C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom, et le son de celui-ci sur ses lèvres fit quelque chose de révolutionnaire dans l'estomac de Jean. Lorsqu'elle s'éloigna, il y avait une nouvelle conscience entre eux, une reconnaissance que quelque chose de fondamental avait changé. Les jours suivants furent consacrés à consolider leur victoire, à construire une structure adéquate autour du puits, à installer un système de poulies pour faciliter la sortie de l'eau.
Le bétail, sentant le changement, mugit avec une énergie renouvelée. Les poules semblaient pondre des œufs avec plus d'enthousiasme. Même la terre environnante semblait respirer un peu plus facilement. Ce fut pendant cette période d'optimisme prudent que Petit fit son coup. Jean s'était presque permis de croire que l'homme avait abandonné, que la démonstration de détermination avait suffi à le dissuader. Il aurait dû mieux savoir. Les hommes comme Petit n'abandonnaient pas. Ils attendaient simplement le bon moment pour attaquer. L'attaque vint au crépuscule, lorsque les longues ombres offraient une couverture et que la lumière incertaine rendait la visée difficile. Jean était dans la grange, soignant une coupure à la patte d'un des chevaux, lorsqu'il entendit Espérance crier. Le son coupa l'air comme un couteau, plein d'une terreur qu'il n'avait jamais entendue dans sa voix. Il saisit le fusil et courut dehors, le cœur battant fort contre ses côtes. 3 hommes étaient dans la cour, l'un d'eux tenant Espérance avec le bras autour de sa gorge. Petit était monté sur son cheval, observant avec une satisfaction froide. « Relâchez-la » grogna Jean, levant le fusil. « Attention, Dubois » prévint. « Petit, mon homme a la main nerveuse. Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à la demoiselle à cause d'un mouvement précipité de votre part. » Jean évalua rapidement la situation. 3 hommes plus petits, tous armés. Espérance, utilisé comme bouclier. Les chances n'étaient pas bonnes, mais il avait affronté pire et survécu. « Que voulez-vous, Petit ?»« Justice. Vous m'avez humilié, Dubois. Vous m'avez fait passer pour un faible devant la ville. Cela a un prix. Nommez votre prix alors, mais laissez-la en dehors de ça. » Petit feignit de considérer. « Le ranch signait tout pour moi, et vous pourrez partir tous les 2 sains et saufs. » Jean sentit la colère bouillir, mais la garda sous contrôle. Le ranch était tout ce qu'il avait construit, son refuge, sa maison. Mais regardant Espérance, voyant la peur dans ses yeux mêlée à quelque chose qui ressemblait à de la confiance en lui, il sut qu'il n'y avait pas de véritable choix. « Très bien, » dit-il, baissant légèrement le fusil. « J'ai les papiers à l'intérieur. »« Non, » réussit à dire Espérance malgré le bras autour de sa gorge. « Jean, non !» Il rencontra ses yeux, essayant de communiquer ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. « Fais-moi confiance. » Lorsqu'il se tourna vers la maison, il la vit comprendre. Il vit le changement subtil dans sa posture, qui lui dit qu'elle était prête. Ce qui se passa ensuite fut une chorégraphie de violence et de désespoir. Lorsque Jean atteignit la porte, Espérance bougea, utilisant une technique que sa grand-mère devait lui avoir enseignée. Elle piétina le pied de son ravisseur et jeta la tête en arrière, lui cassant le nez. Au moment où il la relâcha, elle se jeta par terre, donnant à Jean une ligne de tir claire. Le fusil tonna 1, 2, 3 fois. 2 hommes tombèrent. Le 3e réussit à se mettre à l'abri derrière l'abreuvoir. Petit, maudissant, sortit sa propre arme. Mais Jean était déjà en mouvement, utilisant la couverture de la maison pour contourner. La bataille fut brutale et brève. L'homme restant tenta de flanquer Jean, mais Espérance, faisant preuve d'un sang-froid remarquable, jeta un seau d'outils sur son chemin, le faisant trébucher. Cela donna à Jean l'ouverture dont il avait besoin. Lorsque la poussière retomba, 3 hommes gisaient morts ou mourant dans la cour. Petit, réalisant que la situation avait tourné, tenta de fuir. Mais son cheval, effrayé par les tirs, le désarçonna. Il tomba lourdement, la cheville tordue à un angle non naturel. Jean s'approcha de lui lentement, le fusil encore fumant. Pendant un instant, il envisagea de finir le travail. Ce serait facile, justifiable même. Mais alors il sentit la main d'Espérance sur son bras. « Non, » dit-elle doucement, « ça ne vaut pas la peine de salir votre âme pour lui. » Petit les regarda avec une haine non dissimulée. « Ce n'est pas fini, » cracha-t-il. « Si, c'est fini, » répondit Jean. « Vous allez partir d'ici, vous irez aussi loin que possible, et vous ne reviendrez jamais. Parce que si je vous revois, il n'y aura pas de miséricorde. » Ils regardèrent Petit s'éloigner en boitant, s'appuyant sur son cheval. Les corps de ces hommes seraient un problème pour le shérif, mais Jean avait des témoins que c'était de la légitime défense. L'Ouest avait ses propres lois et défendre sa maison et sa famille était un droit sacré. Lorsqu'ils furent enfin seuls, l'adrénaline commença à redescendre, les laissant tous 2 tremblants.
Espérance avait une coupure sur la joue là où elle avait heurté le sol, et les mains de Jean tremblèrent légèrement. Ils s'assirent ensemble sur les marches de la maison, regardant le soleil se coucher sur la boucherie dans la cour. « Vous étiez prêt à tout abandonner pour moi », dit Espérance après un long silence. « Cela en aurait valu la peine pour vous garder en sécurité. » Elle se tourna pour lui faire face, et Jean vit des larmes dans ses yeux. « Personne jamais, mes propres parents. »« Eh » dit-il doucement, essuyant une larme avec son pouce. « C'est du passé. Vous avez une maison maintenant. Vous avez... »« J'ai quoi ?» murmura-t-elle. Le mot resta coincé dans sa gorge. Une famille. Une partenaire? Quelque chose de plus? Au lieu de parler, il fit ce qu'il avait voulu faire depuis des semaines. Il se pencha et l'embrassa doucement, presque chastement, mais avec tout le sentiment qu'il ne pouvait exprimer en mots. Lorsqu'ils se séparèrent, Espérance souriait à travers ses larmes. « J'ai aussi ça, » dit-elle. « Si vous voulez, » dit Jean, soudain nerveux comme il ne l'avait pas été depuis sa jeunesse. « Je veux, » répondit-elle simplement. « Je veux tout. Le travail acharné, le danger, les nuits silencieuses, les matins. Difficile. Je veux construire quelque chose ici avec vous, quelque chose qui dure. » Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel s'assombrissant, ils restèrent assis ensemble, épaule contre épaule, contemplant l'avenir. Il y aurait des défis à venir, Jean le savait. La sécheresse n'était pas terminée. Petit pourrait causer des problèmes en ville, et la vie dans l'Ouest n'était jamais facile. Mais pour la première fois depuis des années, il n'affronterait pas ces défis seul. Cette nuit-là, après avoir enterré les morts et nettoyé la cour, ils plantèrent les graines sacrées près du nouveau puits. Espérance murmura des mots en apache, tandis que Jean observait, se sentant partie de quelque chose de plus grand que lui-même. Les graines disparurent dans la terre sombre, portant des promesses de croissance et de renouveau. « Vous pensez qu'elles pousseront » demanda-t-il. « Avec de l'eau, du soleil et des soins, tout peut pousser, » répondit Espérance, même les cœurs qui pensaient être morts pour toujours. Elle ne parlait pas seulement des graines, et tous deux le savaient. Jean prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens avec la facilité de décennies de pratique. « Merci, » dit-il, « de m'avoir sauvé. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, » corrigea-t-elle. « C'est comme ça que ça marche. » Les mois suivants apportèrent des changements que Jean n'aurait jamais pu prévoir. Les graines sacrées germèrent, poussant en plantes résistantes aux fleurs blanches parfumées qui attiraient les abeilles de kilomètres à la ronde. Le nouveau puits se révéla encore plus abondant que Joseph ne l'avait prévu, leur permettant non seulement de survivre, mais de s'étendre. La nouvelle de l'affrontement avec Petit se répandit, et avec elle vint un respect réticent de la communauté. Jean Dubois n'était plus seulement l'ermite du ranch des Trois-Croix. Il était un homme qui défendait ce qui était à lui, qui avait sauvé une fille d'un sort terrible et lui avait donné un nouveau départ. Les gens commencèrent à venir demander conseil, de l'aide, parfois juste pour partager un repas et converser. Espérance s'épanouit dans ce nouveau rôle social. Son héritage métis, autrefois source de honte, devint un pont entre les communautés blanches et natives. Elle commença à enseigner aux enfants de la ville les plantes médicinales, transmettant le savoir que sa grand-mère avait préservé. Les femmes, initialement méfiantes, l'acceptèrent progressivement, surtout après qu'elle eut aidé à accoucher le bébé difficile de la femme du forgeron en utilisant des techniques traditionnelles. Le cinquième moment décisif dans leur relation survint lors des premières pluies d'automne. Ils travaillaient à renforcer le toit de la grange lorsque les nuages, qui s'étaient accumulés de manière prometteuse pendant des jours, s'ouvrirent enfin. La pluie tomba en torrent, transformant la terre sèche en boue en quelques minutes. Lieu de courir s'abriter, Espérance jeta la tête en arrière et rit, ouvrant les bras pour embrasser la tempête. Jean l'observa, captivé par la joie pure sur son visage, par la façon dont l'eau faisait coller ses cheveux à son cou, par la liberté absolue de son rire. « Venez !» cria-t-elle par-dessus le bruit de la pluie. « Jean, venez danser !» Il hésita. Les vieilles habitudes de prudence mouraient lentement. Mais alors elle prit ses mains et le tira sous la pluie. Ils dansèrent là dans la cour boueuse, sans musique sauf le tambourinement de la pluie sur le toit en zinc, tournant et riant comme des enfants. Ce fut à ce moment
avec l'eau lavant le sang et la poussière et le poids des années difficiles, que Jean sut avec une certitude absolue qu'il l'aimait, non pas comme une protégée ou une responsabilité, non pas comme une compagne commode pour partager le travail, mais comme l'autre moitié de son âme, la partie qui lui manquait sans qu'il le sache, jusqu'à ce qu'elle apparaisse. « Je t'aime », dit-il, les mots perdus dans le bruit de la tempête. Mais Espérance entendit ou peut-être lut sur ses lèvres, ou simplement sut comme parfois les gens savent ces choses. Elle cessa de danser, se dressa sur la pointe des pieds, et l'embrassa avec toute la passion et la promesse de sa jeunesse, avec toute la sagesse durement acquise de leurs épreuves partagées. « Je t'aime aussi », dit-elle lorsqu'ils se séparèrent. « Depuis le moment où vous m'avez donné un nouveau nom. Vous m'avez donné plus qu'un nom, Jean. Vous m'avez donné une vie. » La pluie continua pendant 3 jours, remplissant non seulement leur nouveau puits, mais créant des flaques et des ruisseaux temporaires sur toute la propriété. Le bétail buvait avidement. Les poules picoraient joyeusement dans la boue, et les plantes sacrées semblaient pousser de plusieurs centimètres chaque heure. Ce fut pendant ces jours de pluie, coincés à l'intérieur par la tempête, qu'ils devinrent véritablement un couple. Ils parlèrent pendant des heures, partageant des histoires de leur vie avant de se rencontrer. Jean lui raconta sa femme et sa fille, tuées par des bandits alors qu'il était absent pour vendre du bétail, les années de quête de vengeance qui suivirent, comment il était arrivé au ranch du ruisseau sec vide et brisé, cherchant juste un endroit pour attendre la mort en paix. Espérance partagea ses propres douleurs, une enfance marquée par la pauvreté et les préjugés, le lent déclin de sa famille à mesure que la sécheresse s'aggravait, la trahison finale lorsque ses parents l'abandonnèrent. Mais elle parla aussi de moments de beauté, sa grand-mère lui enseignant les anciennes voies, la sensation de liberté, en chevauchant dans les plaines, les rêves qu'elle gardait vivants même dans les moments les plus sombres. « Vous savez ce qui est étrange ?» dit-elle un soir, alors qu'ils étaient allongés ensemble, écoutant la pluie tambouriner sur le toit. « Je suis reconnaissante pour tout ce qui est arrivé, toute la souffrance, toute la douleur, parce que cela m'a menée ici, à vous. » Le désert, tel un cœur blessé, gardait ses eaux avec jalousie jusqu'à ce que l'amour trouve un moyen de le faire fleurir à nouveau. Jean comprit alors qu'Espérance avait été sa pluie, la force qui avait brisé la sécheresse de son âme. « Voulez-vous m'épouser » demanda-t-il impulsivement. Espérance se leva sur un coude pour le regarder. « Vous êtes sérieux ? Jamais je n'ai été plus sérieux de ma vie. »« Alors oui, dit-elle simplement, 1000 fois oui. » Ils se marièrent 1 mois plus tard, lors d'une simple cérémonie au ranch. Marie Martin officia, elle avait découvert qu'elle avait l'autorité pour cela dans un vieux livre de loi territoriale. Joseph Nuage Rouge vint représenter le côté apache d'Espérance, apportant bénédictions et cadeaux traditionnels. Même certains des habitants les plus reclus de la ville firent leur apparition, curieux de voir l'ermite du bois se marier. Espérance portait une simple robe de coton, blanc que Marie avait aidé à coudre, avec des fleurs du désert tressées dans ses cheveux. Jean avait taillé sa barbe et revêtu le seul costume qu'il possédait, gardé pendant des années au fond d'un coffre. Ils échangèrent de simples vœux, des promesses de travailler ensemble, de se protéger mutuellement, de construire quelque chose de durable sur cette terre difficile. La réception fut modeste mais joyeuse. Quelqu'un apporta un violon, et il y eut de la danse jusque tard dans la nuit. Le nouveau puits fournit suffisamment d'eau pour tous, et les gens commentèrent avec émerveillement comment le ranch des Trois-Croix s'était transformé d'un lieu d'isolement en un centre communautaire. Mais la véritable magie se produisit après le départ des invités. Jean et Espérance restèrent seuls sous le vaste ciel étoilé, la voie lactée s'étendant au-dessus d'eux comme une rivière de lumière. Ils avaient construit une vie ensemble, forgée dans la chaleur du désert et trempés par les épreuves. Et maintenant, ils avaient le reste de leur vie pour la perfectionner. « Regret » demanda Jean tandis qu'ils contemplèrent leur terre. « Jamais » répondit Espérance, posant sa tête sur son épaule. « C'est ma maison, vous êtes ma maison. » Les défis continuèrent, bien sûr. L'Ouest n'était pas un endroit pour des fins heureuses faciles. Il y eut des années de sécheresse et des années d'inondations, des plaies de sauterelles et des épidémies. Petit, fidèle à sa parole, ne revint jamais.
Mais d'autres hommes ambitieux tentèrent de profiter de ce qu'ils voyaient comme une faiblesse. Un homme plus âgé marié à une femme si jeune. Mais Jean et Espérance affrontèrent chaque défi ensemble. Lorsque des voleurs de bétail tentèrent de voler leur troupeau, elle chevaucha à ses côtés dans la poursuite, tirant avec la précision qu'il lui avait enseignée. Lorsque la fièvre frappa la ville, elle s'occupa des malades avec des remèdes traditionnels, tandis qu'ils chevauchaient pendant des jours pour chercher un médecin. Lorsque naquit leur premier enfant, un garçon qu'ils appelèrent Antoine, ils l'élevèrent avec les valeurs des deux cultures, lui enseignant que la force ne venait pas de la rudesse, mais de la résilience, pas de l'isolement, mais de la communauté. Le ranch prospéra au-delà de leurs rêves les plus audacieux. Le puits qu'ils avaient creusé avec l'aide de Joseph se révéla faire partie d'un vaste aquifère souterrain, fournissant de l'eau même pendant les pires sécheresses. Les plantes sacrées poussèrent en une petite forêt, leurs racines profondes stabilisant le sol et leurs fleurs, attirant des pollinisateurs qui aidaient d'autres plantes à pousser. D'autres colons, voyant leur succès, vinrent demander conseil. Jean, surmontant sa réticence naturelle, partagea ce qu'il avait appris sur la façon de travailler avec la terre, plutôt que contre elle. Espérance enseigna aux femmes les plantes médicinales et les techniques de conservation de l'eau. Ensemble, ils aidèrent à transformer le ranch du ruisseau sec d'une ville mourante en une communauté prospère. Des années plus tard, assis sur la véranda qu'ils avaient construite sur la maison maintenant agrandie, Jean observait Espérance. Enseigner à leur petit-fils, la 4e génération maintenant, les étoiles. Elle était toujours belle à ses yeux, bien que le temps eût argenté ses cheveux et marqué son visage de rides de rire. Les mains, qui tenaient les petites mains du garçon, étaient calleuses par le travail, mais douces avec la sagesse. « Papy, demanda le garçon, c'est vrai que vous avez acheté mamie aux enchères ?» Jean et Espérance échangèrent un regard, des décennies, d'histoires partagées passant entre eux en un instant. Comment expliquer à un enfant né dans la prospérité la rudesse de ses premiers jours? Comment transmettre les leçons apprises par la souffrance sans infliger cette souffrance? C'est vrai que j'ai payé de l'argent pour garantir la liberté de votre grand-mère, dit Jean prudemment. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est qu'elle m'a sauvé. Elle m'a appris qu'un homme seul est comme un puits sec, sans but et sans vie. C'est elle qui a ramené l'eau dans ma vie. Le garçon sembla considérer cela avec le sérieux que seuls les très jeunes peuvent démontrer. Comme l'eau que vous avez trouvée au ranch. Exactement comme cette eau, dit Espérance, embrassant le sommet de la tête de son petit-fils. Parfois, les choses les plus précieuses sont cachées juste sous nos pieds. Il suffit d'avoir la bonne aide pour les trouver. Plus tard, après que le garçon fut endormi, Jean et Espérance s'assirent ensemble comme ils l'avaient fait tant de fois au fil des ans, regardant le soleil se coucher sur leur terre. Les 3 croix marquaient toujours l'entrée, mais maintenant elles étaient entourées d'arbres vivants, nourris par le puits qui ne séchait jamais. Ça en valait la peine. Demanda Espérance, une question rituelle entre eux. Chaque centime, répondit Jean comme il le faisait toujours. Chaque larme, chaque goutte de sueur, chaque moment de peur. Tout en a valu la peine pour arriver ici, à cet instant, avec vous. Elle prit sa main, les doigts s'entrelaçant avec la facilité de décennies de pratique. Vous savez ce que je pense? Quoi? Je pense que ma grand-mère avait raison. La terre parle. Et vous savez ce qu'elle dit maintenant? Jean sourit, la serrant plus près. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Bienvenue à la maison ». Et c'était vrai. Ce qui avait commencé comme un acte d'achat désespéré, une transaction, née de la cruauté et du désespoir, s'était transformée en quelque chose de sacré. 2 âmes perdues s'étaient trouvées à l'endroit le plus improbable, dans les circonstances les plus improbables, et avaient créé non seulement un foyer, mais un héritage. Le vent chuchotait à travers les plantes sacrées, portant le parfum de leurs fleurs dans l'air nocturne. Quelque part au loin, un coyote hurla, et un autre répondit, leur voix résonnant dans l'immensité comme une chanson ancienne. Les étoiles apparaissaient une à une, témoins silencieux de l'histoire d'amour et de rédemption écrite sur ces plaines poussiéreuses. Jean pensa à tous les chemins que sa vie aurait pu prendre, à tous les choix qui auraient pu le mener ailleurs. Mais assis là avec Espérance, entouré de la vie qu'ils avaient construite ensemble,
Il sut que chaque pas avait été nécessaire. Chaque épreuve avait été un échelon menant à ce moment de paix parfaite. « Je t'aime », dit-il. Des mots qui étaient devenus aussi naturels que respirés au fil des ans. « Je t'aime aussi », répondit-elle, posant sa tête sur son épaule. Et ainsi ils restèrent, deux cœurs qui avaient trouvé leur chemin l'un vers l'autre à travers la tempête et la sécheresse, prouvant que même sur le sol le plus dur, avec suffisamment de soins et d'amour, l'espoir pouvait toujours fleurir. Le désert avait été témoin de leur histoire, l'avait gravée dans ses sables et ses vents, et maintenant la chuchotait à quiconque voulait écouter, que le véritable amour n'a pas de prix, que la rédemption est toujours à portée de main, et que parfois les plus grands trésors viennent déguisés en fardeau. La nuit les enveloppa doucement, mais ils n'avaient pas peur. Ils avaient affronté le pire que le monde pouvait offrir et avaient triomphé. Ensemble, ils avaient transformé un ranch mourant en un oasis, une fille brisée en une femme forte, un homme amer en un mari aimant. Ils avaient pris un nouveau nom, Espérance, et en avaient fait une prophétie autoréalisatrice. Et quelque part dans les plaines, où le vent porte encore des histoires de courage et d'amour, l'écho de leur nom demeure, rappelant à tous ceux qui passent que des recommencements miraculeux peuvent jaillir des fins les plus improbables, que dans le Far West vaste et sévère, sous le soleil implacable et le ciel infini, deux cœurs solitaires avaient trouvé l'un dans l'autre le foyer qu'ils avaient toujours cherché. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert ?